Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de notre émission, votre émission bien sûr, Info 7. Info 7, nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste dominée notamment par la célébration de l'indépendance de la République démocratique du Congo. RDC, est-ce réellement un pays indépendant? Nous allons donc en parler. Nous reviendrons également sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Autant de sujets d'actualité dans ce magazine. Voilà pourquoi nous recevons pour vous sur ces plateaux Bongunda Apouyou, qui est gardien de l'ASBEL Courant de la Révolution du Congo. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Oui, on tient le coup, ça va. Bonne fête de l'indépendance. Merci, pareillement. Bonne fête de l'émancipation politique. Émancipation politique. Ouais. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez dire? Enfin, je suis parmi ceux qui pensent que le mot joue un rôle important dans la compréhension de la société. Au niveau de l'ASBEL Courant de la Révolution du Congo, nous considérons que le 30 juin n'est pas une date qui symbolise l'accession de notre pays à l'indépendance. Alors donc, vous êtes de même avis que l'Église des Noirs? Bon. Qui estime que la meilleure date, c'est le 4? Je ne suis pas dans cette approche. Alors, quelle est votre approche? Je ne suis pas dans cette approche. En fait, le 4 janvier 1959, c'est la date qui a permis à ce que le 30 juin soit effectif. OK? Mais d'emblée, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'indépendance ne se donne pas, madame. L'indépendance, ça s'arrache. OK? Et ce, par la capacité d'un peuple de se réinventer. OK? Et de prendre sa destinée à main propre. Voyez-vous? Vous voulez dire que c'est pas le cas avec la RDC? Oh, madame, je ne sais pas, vous êtes congolaise. Quand vous regardez notre société, vous estimez que nous sommes indépendants? Quand nous avons une économie extravertie, pour manger, on doit tendre la main à l'extérieur. Pour nous sécuriser, nous devons tendre la main à l'extérieur. Chaque jour, les femmes comme vous sont violées, vous le savez. Parce qu'on n'est pas capable de sécuriser nos frontières nationales. Vous appelez ça indépendance? En fait, il faut réécrire l'histoire du Congo. OK? C'est ce que le Lumumba dit, que l'Afrique sera à mesure de réécrire sa propre histoire. Et il est temps que l'Afrique, à travers le Congo, qui est la locomotive d'Afrique, soit capable de réécrire l'histoire. OK? C'est ainsi que nous nous disons que 1960, le 30 juin, c'est une date qui symbolise l'émancipation politique. OK? Il y avait des Noirs, enfin, il y a des Noirs qui ont accédé à la gestion de la chose publique, mais en réalité, on a gardé le même système. Tous les systèmes politiques que nous avons, ce sont des systèmes politiques. Donc, il ne fallait pas parler de l'indépendance. Il fallait parler de l'émancipation politique. L'émancipation politique. On s'est émancipé politiquement, c'est-à-dire on nous a remis la direction politique de notre pays, mais l'indépendance, n'est-ce pas, elle n'a pas été conquise. Selon vous, quel est l'esprit derrière ceux qui ont déclaré la RDC un pays indépendant? Parce qu'ils voulaient vous endormir. Quand on vous dit que vous êtes indépendant, vous vous contentez d'avoir ces drapeaux, d'avoir l'hymne national, n'est-ce pas? D'avoir ces systèmes qui vous renferment, permettez-moi l'expression, dans cette imbécilité collective. OK? Quand on veut dormir un peuple, on crée des concepts pour l'aliéner. Et quand un peuple veut se libérer, le peuple commence par démystifier le concept qu'on a créé. Voilà pourquoi je vous dis, il faut parler du 30 juin comme une date de l'émancipation politique et non de l'indépendance nationale. Alors, que faut-il faire aujourd'hui pour parler de la RDC à un pays indépendant? La RDC doit renaître de ses cendres. C'est-à-dire la RDC doit retrouver son identité. Madame, vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez tous les États qui s'imposent dans le concert des nations, ce sont des États civilisationnels. Ce sont des États qui ont une identité. OK? Vous allez en Russie, vous allez en Inde, vous allez partout. Hein, la Chine, le Japon, tous ces États. Ce sont des États qui ont leur propre identité. Mais lorsque vous venez chez nous, je parle de l'Afrique dans sa globalité, c'est un continent tourné vers l'extérieur. Sur tous les plans. OK? Pour manger, il faut que ça vienne de l'extérieur. Même pour prier, il faut que ça vienne de l'extérieur. Même pour prier. Mais quand vous allez par exemple dans des pays arabes, parce que je sais que vous effectuez des voyages, madame, quand vous allez par exemple dans des pays comme Arabie Saoudite, prenons le cas de pays arabes, vous trouvez des églises, des paroisses là-bas où vous trouvez des mosquées. Vous trouvez des mosquées. OK? Et qui dit mosquée veut dire l'islam. Ils s'identifient à un courant religieux qui reflète leur identité. Vous allez en Chine, vous trouvez le bouddhisme. Vous allez en Inde, vous trouvez l'hindouisme. OK? Vous allez en Russie, vous trouvez l'église orthodoxe. Mais quand vous venez en Afrique, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez rien.
Vous trouvez le christianisme, vous trouvez l'islam. En fait, il y a un problème ontologique. Cette capacité de se redéfinir comme être, on n'a pas encore cette capacité. Et donc, on ne peut pas parler de l'indépendance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons renaître de nos cendres, c'est-à-dire procéder par la révolution, pour nous recréer comme peuple. Ok? À travers nos propres instruments politiques, sécuritaires, économiques, etc. Est-ce d'un côté vous êtes en train d'appeler à une rébellion ou vous voulez monter le Congolais? Rébellion, non. Alors? Rébellion, non. Je parle de la révolution. Oui, mais quand pour y parvenir, au fait, avec tout ce que vous êtes en train de dire, c'est que aussi vous incitez le Congolais à réagir. La révolution, elle est élitiste. Elle n'est pas populaire. Je peux vous dire, par exemple, que la Révolution française, on a tendance à dire que c'est le peuple. Mais en réalité, lorsque vous scrutez, vous trouverez qu'il y a quelques personnes, des penseurs, des gens intelligents, qui ont conçu, n'est-ce pas, une France nouvelle pour l'affranchir, n'est-ce pas, de cette ancienne configuration française, ok, représentée par le dirigisme économique, pour imposer le libéralisme. Ok? Donc, quand on dit révolution, c'est d'abord une affaire d'élite, c'est-à-dire des hommes extrêmement intelligents qui sont capables de penser et d'imposer ça au peuple. Voyez-vous? Et donc, quand on est déjà dans cette posture de réflexion, on ne peut pas parler de la rébellion. Alors, aujourd'hui, dans un pays comme la République démocratique du Congo que vous connaissez, où le peuple lui-même ne sait même plus qui est intelligent et qui ne l'est pas, vous pensez que c'est une tâche facile? Ce n'est pas une tâche facile, ce qui est vrai, mais tout ce qui est facile n'a pas de grandeur. Alors, comment vous comptez vous y prendre pour y parvenir? D'emblée, c'est à travers les activités que nous organisons. Ok? D'emblée. J'aimerais ici poser les décors. Pour qu'une révolution triomphe, il y a deux aspects. Lesquels? Il y a l'aspect élitiste, c'est-à-dire des hommes capables de transcender le présent et voir l'avenir. Ok? Mais pour que cette révolution triomphe, il faut que le peuple porte la révolution. Voyez-vous? Donc nous travaillons à cheval. Nous travaillons au niveau de l'élite, à travers des conférences que nous organisons, à travers le courant de la Révolution du Congo, dans sa dimension de l'Académie politique nationale, où on forme les gens à la nouvelle pensée du Congo, mais en même temps, nous mobilisons le peuple, n'est-ce pas? À travers les activités, telles que l'activité qu'on a organisée récemment. La population vient... La population n'est pas si bête que ça. En fait, la population, elle est juste habituée à un système qui le rend bête. Vous savez, quand vous parcourez, après chaque 2 parcelles, vous trouvez des terrasses. C'est fait à dessein. Quand vous devez avoir les réseaux sociaux comme TikTok, permettez-moi de citer ça comme ça, n'est-ce pas, où il n'y a aucune restriction. Vous entrez, vous trouvez tout. Alors que TikTok, en Chine, n'a pas autant de liberté. On choisit quel contenu mettre. En fait, on fait ça sciemment pour abrutir le peuple. Maintenant, si... Malheureusement, le peuple est tombé dans ça. Effectivement, parce que la direction politique n'a pas été vigilante. C'est ainsi que nous disons, nous travaillons à cheval. Au niveau de l'élite, c'est-à-dire au niveau de la direction politique, à travers des idées que nous émettons, mais aussi au niveau de la masse, à travers la nouvelle vision que nous apportons pour échanger avec ces peuples. Faire comprendre à ces peuples que ce que vous êtes, ce n'est pas ce à quoi vous aviez été prédestinés. On a fabriqué cette conscience, n'est-ce pas, d'aliéner à travers les mécanismes qu'on a. Alors, cette démarche prendra combien de temps pour agir? Je suis parmi ceux qui pensent qu'une chose, quand elle est bien, lorsque une chose est vraie, elle n'a pas forcément besoin de temps illimité. N'est-ce pas? Nous, on fait notre travail. Le reste, c'est à Dieu, c'est aux ancêtres et c'est aux vivants d'apprécier. Alors, cette question, avant de prendre le premier dossier de notre rendez-vous de la semaine, quels sont ces sentiments qui vous animent chaque le 30, lorsque vous voyez les autorités de la République démocratique du Congo organiser des cérémonies en marge de cette célébration? Je comprends juste qu'ils n'ont rien compris jusqu'à présent. Ok? Ils n'ont rien compris. Vous savez, madame, le 30 juin, on a 2 discours. C'est le discours du président Kasavubu en réponse du discours du roi Léopold II. Un discours où on fait l'éloge de l'homme blanc. On reconnaît tout ce que l'homme blanc a fait, et c'est malgré toutes les atrocités que l'homme noir a connues. Vous avez le deuxième discours, c'est le discours prononcé par Lumumba. Vous comprenez un peu? Mais lorsque nous parlons du 30 juin, est-ce qu'on a le temps de scruter les discours de Lumumba, que nous célébrons comme héros national? En passant, lorsque vous passez là où il y a son mausolée, vous avez des larmes aux yeux. Regardez à quel état se trouve le mausolée de Lumumba. Voyez-vous? On est même incapable de mettre la propriété là-dessus. Revenons quand même sur le 30 juin. Le 30 juin est célébré par le Congolais
sans se poser des véritables questions sur qui nous sommes, d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. On ne se limite pas à organiser de fêtes au rythme de l'indépendance et tcha-tcha comme en 60, comme on aime bien danser, on aime bien chanter, mais sans cogiter sur l'avenir de notre nation. Aujourd'hui, le Congo peut disparaître. Le Congo? Ouais. Le Soudan est parti. Le Soudan était plus grand que le Congo. N'est-ce pas? Le Soudan est balkanisé. Et Un pays comme la RDC avec toutes ses richesses, avec toute sa population. Mais c'est balkanisé. On parle de deux Soudans. Ok? Mais chez nous, nous pensons que quand on parle de la balkanisation, c'est quelque chose de... Voilà, quelque chose d'abstrait, quelque chose qui ne va pas voir le jour. Madame, vous savez aujourd'hui, par exemple, parce que nous en parlons, ça fait plus de 20 ans que nous, les Congolais, nous vivons dans le deuil. Ça ne fait pas plus d'une journée ou 2 jours qu'on doit violer, tuer à l'est du pays. Ah, vous parlez de la situation dans l'Est. Ça fait plus de 2 ans, le 13 janvier, enfin le 13 juin 2022, le 13 juin 2024. Ça fait 2 ans jour pour jour que Bunagana est occupé. Nous allons parler... Comprenez un peu. Excusez madame si je peux chuter. Donc, on se retrouve dans un état où le Congo est pratiquement balkanisé. Voyez-vous? Mais quand on doit organiser maintenant tout le fait qu'on a l'habitude de voir, parce que demain, certainement, il y aura de rencontres, il y aura de fêtes. Mais pour quelle finalité? D'où nous venons? Où nous allons? Voyez-vous? Lorsque nous allons nous poser ces véritables questions, nous serons à mesure de réfléchir le 30 juin. On ne va pas organiser de fêtes. Donc ce sont des questions qui échappent aux autorités du pays. Échapper, c'est prétentieux, mais je pense que négliger, c'est mieux. Négliger. Quand on dit échapper, c'est trop prétentieux de notre part. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Ensemble avec le ministre d'État, ministre du Budget, Madame la gouverneure de la Banque centrale et le vice-ministre du Budget, Madame la vice-ministre des Finances, tenu ce jour sous ma coordination une réunion de la Troïka politique. Nous avons passé en revue la situation du cadre macroéconomique, les différents indicateurs macroéconomiques, les taux d'inflation, les taux d'échange. Nous avons constaté ensemble qu'il y a eu un resserrement de la politique monétaire sur le plan international. Les politiques restrictives qui ont été édictées par les différentes banques centrales ont contenu les pulsions inflationnistes qui étaient sur le marché. Et les taux d'inflation aujourd'hui, la moyenne est projetée à 3,5% sur le plan international et une croissance qui est projetée à 3%. Sur le plan intérieur, nous avons évalué la situation de ces indicateurs. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous avons en projection et en glissement annuel un taux d'inflation qui est autour de 21%, avec un taux de dépréciation de notre monnaie qui tourne autour de 6%. Des mesures ont été proposées, notamment les renforcements des indications qui ont été données par le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont notamment les non-paiements au guichet de la Banque centrale du Congo, mais également d'autres mesures, notamment la coordination des politiques monétaires et politiques budgétaires entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Déjà, désormais, des décisions majeures ont été prises, notamment la reprise des réunions du comité technique de Péter, mais également l'arrimage du plan de trésorerie de l'État sur les niveaux de la liquidité du marché bancaire. Plus de mesures de supervision de ces marchés ont été recommandées à la Banque centrale et plus de rigueur et de rationalité dans l'amélioration de la qualité de la dépense ont été recommandées au gouvernement de la République démocratique du Congo via le ministère des Finances. Voilà l'essentiel. Débuté ce lundi 24 juin, c'est ce jeudi 27 juin 2024, soit 4 jours après que s'est clôturé les examens de la session ordinaire des finalistes du secondaire. Satisfaits du déroulement de ces épreuves, les élèves du collège Bosembo, situé dans la commune de la Gombe, prédisent déjà la réussite dans toutes les filières lors de la publication des résultats des examens d'État. Je viens du collège Bosembo. On avait français et anglais. Bien sûr, comme toujours. 81 si Dieu le veut. Je compte faire le droit. Ouais, l'examen était vraiment à notre portée. Nous avons eu un examen facile. C'est moi ce que nous avons étudié en classe. Ça s'est bien déroulé. Et les questions étaient vraiment favorables.
Bon, nous espérons faire le meilleur de nous-mêmes au-delà de 80, ce qui viendra vraiment parce que nous sommes forcés à arriver à cela. Bon, je compte plus me baser en la médecine et continuer dans la science de médecine plus tard. Bien sûr. Notre dernier examen s'est vraiment très bien déroulé. L'examen est arrivé à temps. Les questions étaient faciles. Nous avons travaillé. Nous sommes arrivés à l'école. Nous avons eu les bilans. Bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Notre dernier examen était l'examen de langue, français et anglais. Les pourcentages que je compte avoir de 80 à 90. On avait langue, précisément français et anglais. Ça s'est déroulé très bien. Nous comptons avoir au-delà de 80%. Je compte faire la médecine. A noter qu'au total, 962 887 candidats du cycle long, dont 42% des filles, et 5 417 candidats des cycles courts, dont 18,5% des filles, des 60 provinces éducationnelles et hors frontières, répartis dans 2960 centres, ont pris part à ces épreuves. C'est sur un axe important, une voie traversant deux grands arrondissements de Djamena, en plein cœur de la capitale tchadienne, que prendra désormais place l'avenue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une artère principale construite tout récemment en béton armé, longue de près de 2 km, avec des terroirs en pavé de 2 mètres de large parsemés d'éclairage public. La symbolique trouve tout son sens car l'homme dont le nom sera désormais gravé sur cette enseigne métallique est devenu une icône pour le peuple tchadien. Cette voie qui était appelée par le passé Chari Harazai va dans bientôt avoir un autre nom. Alors vous savez, avec l'avènement du feu maréchal, il y a eu la construction de la place de la Nation que vous voyez. Mais ici, c'est une prolongation. C'est une prolongation qui ne dit pas son nom et ça quitte du 2e arrondissement, ça aboutit au 4e arrondissement. Donc ça va continuer. C'est une très longue route qui est appelée rue de Pala. Et comme je le disais tantôt, tout à l'heure, ça va changer de nom. Mis sur pied, le projet est abouti avec la transition. Donc c'est l'actuel président. Cette reconnaissance salue l'engagement personnel du chef de l'État pour avoir contribué à la consolidation de la paix, au dialogue interne et au retour à l'ordre constitutionnel au Tchad. Au moment du dévoilement symbolique de la plaque, l'émotion est à son comble. Voilà. C'est un grand honneur que d'assister de son vivant à l'inauguration d'une avenue qui porte son nom. Je remercie le Seigneur pour cette chance et je souligne que cela montre la grandeur des liens fraternels qui unissent les peuples du Tchad et de la République démocratique du Congo, a déclaré le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à mon frère et homologue, le président Mahamat Idriss Déby, et à travers lui, à tout le peuple tchadien qui restera à jamais dans mon cœur et dans mes souvenirs. Vraiment, grand merci et je glorifie le Dieu éternel pour avoir permis une telle circonstance. C'est un grand honneur. De leur vivant, on n'a jamais honoré beaucoup de chefs d'État de cette manière. Et c'est vraiment un grand moment pour moi et dans ma vie. Au cours de l'opération menée cette nuit, les services de la police du commissariat provincial ont surpris. Et le résultat est très satisfaisant, d'autant plus que les gens que vous avez devant vous ont été interpellés sur base d'une plainte de la population ou qu'elle dérange. Et il y a donc ces plaintes-là, et non seulement ça, il y a peu, le Mineta a donné injonction pour que nous puissions poursuivre toute personne qui se rendrait coupable de l'infraction de nuisance sonore et qui encouragerait d'une manière ou d'une autre les pratiques visant la dépravation des mœurs. Alors, vous avez suivi vous-même le week-end des publicités
qui annonçait « Soyez intimiri » signifie rien d'autre que des femmes que vous voyez là devant qui n'ont pas honte de se dénuder devant tout le monde moyennant 15 000 francs. Vous voyez les degrés qu'on enseigne aux enfants et aux citoyens de la capitale. Soucieux de cette action qui détruit l'humanité, qui détruit la jeunesse quinoise, qui détruit tout le monde, il fallait stopper cette hémorragie. C'est pourquoi cette opération de cette nuit, là, elles sont bien vêtues parce que la police est humanitaire et humaniste. Sinon, elles-mêmes n'en ont pas besoin. On les a trouvées nues comme Adam et Ève. Alors, la police les a vêtues pour ainsi les présenter et les déférer à qui des droits. Tous ces instruments qui sont là et les fameux DJ qu'on appelle, eux aussi ont été interpellés pour qu'eux aussi puissent répondre de leurs actes. La paix, c'est dans le calme qu'on peut réfléchir. Comment on peut inventer même une aiguille, même un vélo. Pourquoi pas une moto comme les autres. C'est pas dans les bruits qu'on peut faire des inventions. Les Quinois désormais doivent apprendre à vivre dans le calme. Il y a des temps, il y a des décibels pour la musique. C'est ce qui doit être respecté. Quand ça sort, ça devient un dérangement pour quelque corporation que ce soit, bar ou encore église ou toute autre organisation, il faut respecter les droits des uns. La sécurité est un état d'esprit. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu ces groupes de gens qui opèrent sous les labels des forces du progrès. Ils se transforment en juges, en magistrats, en policiers, en gendarmes. Au-delà des frontières de la République démocratique du Congo, une route baptisée au nom du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, Bongunda Pouyou. Comment est-ce que vous réagissez à cette initiative? C'est sans objet, madame, sans objet. On a décoré, il est venu au nom du président de la République. Qu'est-ce que cela a comme impact dans la vie de chaque Congolais? J'aimerais qu'on puisse poser la question. Alors qu'en RDC, il y a un problème sérieux d'infrastructure. Qu'est-ce que ça résout? N'est-ce pas? J'aimerais que nous puissions nous pencher sur des questions existentielles. Quand vous sortez ici, vous êtes incapable de rouler plus d'1 kilomètre tranquillement. Voyez-vous? Parce que presque toutes nos routes sont dans un état de délabrement très avancé. Et nous avons eu un projet zéro trou dans ce pays. Et qu'est-ce que ça fait? Lorsque Pape était là, pendant quelques jours, tout était bien. Les routes étaient propres. Une fois que le souverain est rentré, il faut visiter, faut voir notre état de route, ou nos différentes routes, à quel état elles se retrouvent. Quand la ville de Kinshasa accueille non plus accueille des autorités, la circulation est fluide. Donc, toutes ces observations, c'est pour arriver à une seule conclusion. Le pays va mal. Ok? On a un problème très sérieux au niveau du système. Le système que nous avons, c'est un système qui ne nous permet pas de vivre la grandeur, n'est-ce pas, d'un peuple habitant la terre la plus riche au monde. Et que faut-il faire pour rompre avec ce système? Parce qu'avec l'avènement de Félix Tshisekedi, les Congolais ont fait un ouf de soulagement pensant que c'était le Messie qui venait délivrer la RDC. Parce que le Congolais, on a plus pris le temps de réfléchir sur l'alternance que sur l'alternative. Ok? Lorsque vous allez en Chine, on ne pose pas la question sur l'alternance. Le président chinois est là, il sera là peut-être jusqu'à sa mort. Ok? Poutine est là, il sera là peut-être jusqu'à sa mort. Kadhafi était là, jusqu'à ce qu'on puisse le liquider. N'est-ce pas? Mais ces États ont donné une stabilité et une performance à leurs États. L'UDPS a plus travaillé sur l'alternance. C'est-à-dire qu'on puisse changer les dirigeants, mais sans pour autant se poser des questions sur l'alternative. Une fois que ces dirigeants quitteraient le pouvoir, qu'est-ce que l'UDPS pouvait apporter en termes d'alternative? C'est-à-dire quel nouveau système l'UDPS pouvait imprimer pour arriver à faire du Congo, n'est-ce pas, ces centres de rayonnement d'Afrique, pour reprendre l'expression de Lumumba. Mais ils ont travaillé pour nous amener le peuple d'abord, ce slogan. Le peuple d'abord, qu'ils estiment qu'il a déjà pris forme dans certains coins de la RDC, dans certains domaines. Heureusement pour moi, vous aviez qualifié ça d'un slogan. Le peuple d'abord, c'est un slogan. On ne peut pas parler de peuple d'abord lorsque vous avez plus de 80% de votre peuple qui est au chômage. Le taux de SMIG, c'est à
183 950 francs congolais, moins de 100 $. C'est ça le SMIC congolais. De quel peuple on parle? Vous comprenez un peu? Ça, ce sont des questions existentielles. J'ai parlé tantôt de l'occupation de Bunagana. Je peux parler de cette politique d'encerclement du Rwanda. Ok? Le Rwanda aujourd'hui, il est en Centrafrique, c'est un pays frontalier. Il sollicite des terres en Angola, c'est un pays frontalier. Aujourd'hui, ça a octroyé au Rwanda, n'est-ce pas, plus ou près de 1000 km. C'est notre sécurité qui est mise en jeu. Qu'est-ce que cela a à voir avec une avenue qu'on peut donner au président de la République au Tchad? Alors, 4 jours d'épreuves d'examen d'État. Ces épreuves se sont clôturées le jeudi en République démocratique du Congo. Vous êtes gardien de la SBL, courant de la révolution du Congo. Et pour y arriver, vous avez besoin de la jeunesse. La qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. C'est déplorable. Lorsque vous lisez plusieurs auteurs, je peux parler du professeur Bongeli, qui a écrit d'ailleurs tout un livre, L'Université contre le développement. Lorsque vous lisez... L'Université contre le développement. Lorsque vous lisez tous ces auteurs, ils arrivent tous à une seule conclusion, unanime. C'est que le système éducatif que nous avons, c'est un système importé, mais aussi, non simplement importé, mais un système déphasé, parce qu'on n'a pas réactualisé le système. Mais ce système aussi ne nous permet pas d'avoir une élite au service des enjeux de notre pays. Le professeur Mwabila Malela, il dit « Aucun progrès à venir ne peut se passer de la science, mais d'une science qui dialogue avec la société pour donner une formulation à ses besoins. » En fait, madame, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que l'État donne un système éducatif en fonction de ses besoins. L'école forme les gens en fonction des besoins sociaux. Madame, lorsque vous allez dans la plupart de ces écoles, les options fanatiques, enfin les options populaires, vous trouverez le latin philo, vous trouverez. Commercial. Mais lorsque vous allez à la maçonnerie, on vous dira par exemple que ce sont les élèves moins intelligents qui partent là-bas. Couper couture, pareil, n'est-ce pas? Électricité, c'est pareil. Alors que ce sont des domaines technologiques en réalité. Voyez-vous? Un domaine comme, par exemple, l'électricité. Voyez-vous? Un domaine comme la mécanique. Ce sont des domaines où vous trouvez des génies, vous trouvez des savants. Mais chez nous, lorsque l'enfant est intelligent, tout de suite, il faut l'orienter, n'est-ce pas, vers le droit, vers la médecine. Et lorsqu'il est aux humanités, il doit être orienté vers le latin philo, etc. Vous comprenez un peu? Ça, c'est un problème très sérieux au niveau du système en soi. Vous comprenez un peu? Et donc, si nous voulons effectivement avoir une jeunesse qui sera capable de compétir avec d'autres États du monde, c'est-à-dire une jeunesse capable d'inventer, parce qu'il faut rappeler ici que malgré tous ces pourcentages que ces jeunes gens sont en train je ne sais pas quelle expression utiliser, mais ils peuvent même obtenir 99%. Ils peuvent même, tous ces jeunes, ils peuvent même obtenir 99%. Aucun d'eux ne sera à mesure de fabriquer une aiguille. À quoi ça sert d'avoir des pourcentages? On n'étudie pas pour faire, n'est-ce pas, du pourcentage, on étudie pour trouver des solutions aux problèmes. Et on ne peut trouver des solutions aux problèmes que lorsque on est formé, n'est-ce pas, sur base d'un système qui vous permet d'extérioriser votre intelligence. Est-ce que vous interpellez le gouvernement à mettre l'accent sur la formation professionnelle ou sur les domaines techniques? C'est un impératif, madame. Lorsqu'on est sérieux, on comprend que le progrès, n'est-ce pas, c'est la base du développement. Si aujourd'hui la Chine arrive à concurrencer les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas à cause de votre français. On fait une émission en français, mais on pouvait autant tourner cette émission en lingala, mais garder le même contenu. Chez nous, même lorsque vous regardez dans notre psychologie, quand quelqu'un parle lingala, on a tendance voilà, on a tendance de... Non, je parle de nous deux, oui. Hein, par rapport à notre... Et ça ne me dérange pas en fait. J'en parle de manière, globale. Oui, c'est pas seulement aussi le lingala, mais c'est toutes les langues... de la RDC, les langues nationales, où on a les Chuluba, on a les Kikongo, le Swahili, et les Congolais pour la plupart sont complexés de parler ces langues. Mais notre langue officielle, reconnue au niveau de notre système éducatif, c'est le français. Madame, c'est quand même... en fait, c'est un problème. Le Congo, ou l'Afrique, c'est le seul continent qui punit ses enfants pour avoir parlé sa propre langue. Ça ne se fait pas en Chine. Ok? Un enfant chinois n'a pas forcément besoin de parler français. Il est né sur le sol chinois. Il est en osmose avec le mandarin. Voyez-vous? Lorsque vous allez dans nos villages, vous trouvez des génies. Des hommes extrêmement intelligents. Voyez-vous? Mais il est incapable de formuler une phrase en français. Ces gens-là, si vous lui mettez auprès du président de la République, il peut prodiguer des conseils, n'est-ce pas, inimaginables au président
plus puissant que le conseil, les conseils fournis par tous ces pseudos. Mais la preuve est qu'hier, donc avant même 1960, on n'avait pas autant d'intellectuels, mais le pays était en train de naviguer quand même. Donc, il y a un problème sérieux au niveau du système éducatif, tant au niveau de l'enseignement primaire qu'au niveau de l'enseignement supérieur. Il faudrait faire un travail de fond, n'est-ce pas, pour doter la République d'un système éducatif capable de refléter son identité culturelle, n'est-ce pas, au niveau de l'identité, mais aussi et surtout de résoudre les problèmes existentiels de notre pays. Madame, Messieurs, place à ce deuxième dossier. Comme vous pouvez imaginer, c'est sur la noble mission qu'il a reçue de promouvoir la justice dans notre pays, un secteur qui intéresse l'Église catholique, en qui le ministre se reconnaît comme un partenaire important pour l'accompagner dans cette charge. Et nous sommes là pour l'encourager au nom de tous les évêques. Comme j'ai eu à le dire autrefois, nous comptons sur sa jeunesse, sur ses énergies. Et là, en échangeant avec lui, j'ai compris que déjà le savait avant. Et il connaît bien la situation sur le terrain, parce qu'il était parmi les gens qui haussaient le ton pour dire non à la façon dont la justice... et je suis conscient qu'il est conscient, je suis content qu'il est conscient que c'est un défi pour lui, un défi énorme, et ce n'est pas facile. Et nous ne pouvons que l'encourager. J'ai attiré son attention, je l'ai encouragé particulièrement sur un aspect qu'il aura à vivre régulièrement au regard de notre environnement sociopolitique, dépression. Dépression, il sera certainement objet de pression de toutes sortes. Là, il vaudra bien faire les choses, qu'il tienne bon. Il est très jeune, il a un avenir. Tout se jouera par rapport au résultat qu'il va donner maintenant. Donc, on a échangé avec lui comme un pasteur, il est d'éducation catholique, il a étudié à Kisangani chez le père de Sacré-Cœur, il a fait son université chez les protestants, donc, et déjà, au niveau secondaire comme à l'université, il avait monté une structure de lutte contre la tricherie, donc c'est quelqu'un qui déjà depuis son enfance était attiré par ces valeurs. Maintenant, c'est l'occasion pour lui de les défendre à la tête du ministère de la Justice. C'était aussi l'occasion pour moi de faire quelques plaidoyers au nom des évêques. Vous savez, l'Église est aussi victime de cette situation. Juste quelques cas pour vous en rendre compte. Il y a des concessions qui sont spoliées, derrière ce sont des soi-disant grands. À Lubumbashi, par exemple, la concession du grand séminaire. Si vous allez à Kisangani, l'archevêque de Kisangani, Monseigneur Utembi, s'en plaint. Ici à Kinshasa, à Rigini, la concession de la Kosuma des religieux, c'est la police en plus qui vient s'imposer de force, sans même négocier, parce que, écoute, est-ce qu'on peut aller de l'avant comme ça? Aucune autorité du ministère de la Justice n'en a réclamé la paternité, hein. Donc j'en parle comme une information à prendre avec réserve. En soi, le F92, c'est l'accusé de réception d'une demande de la personnalité juridique que des gens ont introduit auprès de l'autorité compétente. Et la loi, en son article 5, la loi que le ministre qui l'aurait évoquée, dans la lettre qui circule dans les réseaux sociaux, on a repris également l'article 5. Quand on dépose la requête, l'État congolais, par le biais du ministère de la Justice, est dans l'obligation de traiter cette requête dans le sens de rejeter ou de l'admettre dans les 6 mois. Passé le délai de 6 mois, l'accusé de réception que le ministre, ou qu'on appelle communément le F92 ou folio 92, se transforme automatiquement en autorisation définitive. Donc le ministre ne doit intervenir que pour régulariser. Or, le communiqué qui circule dans les réseaux sociaux pose problème. De un, c'est que c'est un communiqué qui tend à changer la situation des gens. Ça énerve un peu le principe du droit administratif. De deux, c'est que dans le communiqué, on dit que le ministre a supprimé les F92.
c'est une notion inconnue, vraiment inconnue dans le domaine du droit administratif. Ok? La compétence est d'administration en droit et d'attribution en droit administratif. Le principe selon que qui peut le plus peut le moins ne s'applique pas en droit administratif. Donc ce que ça veut dire supprimer le F nombreux, je ne sais pas. Et si on veut aller plus loin, on dira que si tel est le cas, c'est que le ministre a empiété sur le droit acquis. Au regard de l'article 5 dont je venais de faire lecture tantôt, le ministre de la Justice, par rapport au F92, ne peut que régulariser la situation dans le sens de la loi, c'est-à-dire octroyer la personnalité juridique à ceux qui détiennent déjà le F92 vieux de plus de 6 mois. Mais cependant, la problématique posée par cette lettre-là qu'on attribue au ministre est vraie. Il est impensable que dans un rayon de 30 parcelles, nous ayons 3 églises. Ça pose problème. Ça veut dire que l'administration de ce secteur-là a été faite avec légèreté. Il faut organiser. Vous le savez, madame, messieurs, le ministre de la Justice a instruit le PGR en ce qui concerne les pratiques sexuelles, mais aussi les nuisances sonores. Bongonda Apouyou, comment est-ce que vous avez accueilli cette décision du ministre de la Justice? C'est une décision qu'il faut saluer d'emblée, parce que nous vivons dans une société extravertie, même sur le plan culturel. Voyez-vous, madame, on cherche à faire comme l'autre pour se sentir en confiance. Lorsque quelqu'un cherche à vivre selon nos réalités endogènes, tout de suite il est indexé. C'est un homme de passé. Pour être à la mode, il faut vivre et faire comme les autres. Alors que ces gens que nous avons tendance de vouloir copier, ils connaissent un véritable problème de stabilité chez eux. Je peux le dire aujourd'hui dans votre plateau, sans peur d'être contredit, que l'Occident est instable du point de vue ontologique. L'occidental, comme être, il n'est pas un être stable. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous savez, madame, mais il faut juste regarder le taux de divorce, n'est-ce pas? C'est qu'on appelle l'union libre, hein, pour justifier peut-être la prostitution. Voyez-vous? Chez nous, comme Bantou, vous savez que pour qu'un homme puisse vivre avec une femme, par exemple, il faudrait que l'homme vienne dans la famille de la femme, qu'il puisse verser la dot. Ok? Là, on parle d'une union. Ok? Mais en Occident, ils sont tellement pervertis qu'ils créent des concepts pour justifier le concubinage, n'est-ce pas, de 2 personnes qui partagent le même espace, qui consomment tout ce qu'on peut consommer dans le mariage, n'est-ce pas, sans peur de recevoir la clameur publique. Voyez-vous? Ce sont ces gens-là, malheureusement, que nous prenons pour des modèles. Des gens qui peuvent nous dire qu'un homme avec un autre peuvent aller devant l'autorité de l'état civil, solliciter l'autorisation pour qu'il se marie. Bon sang, je ne sais pas, peut-être, à un moment donné, je me dis, si c'était à choisir, il faudrait choisir un autre siècle pour venir sur la terre. Et ce sont des pratiques qui prennent de plus en plus des allures en République démocratique. Oui, et c'est fait à dessein. Lorsque vous regardez par exemple les pièces théâtrales, ouais, en fait, on cherche à normaliser pour qu'à un moment donné, parce que c'est cette organisation internationale LGBT qui dirige le monde, tout le monde le sait, voyez-vous. Donc, on essaye d'ingurgiter ce genre de scènes obscènes, petit à petit, dans des pièces de théâtre, par exemple, où vous trouvez des garçons. Et ça passe. Voyez-vous? Ça passe. On pense qu'on s'amuse, mais en réalité, on est en train de forger la conscience des enfants. Pour qu'un enfant puisse comprendre que c'est normal, n'est-ce pas? Qu'un homme puisse se transformer en une femme. Et on dit PD. Voyez-vous? Et malheureusement, ces pratiques ne vivent qu'en Afrique. En tout cas, en toute liberté. Lorsque vous allez sous d'autres cieux, vous allez constater qu'il n'y a pas de PD, madame. Peut-être ils le font, mais ils le font, n'est-ce pas, en cachette. Parce que lorsque vous osez ça passe dans des pièces théâtrales. Effectivement, madame. Voyez-vous? Comment on peut comprendre qu'un homme puisse se déguiser à une femme et il devient célèbre? Et utilisé même par l'État. Nous avons vu un spot, hein, et un spot, si je ne me trompe pas, diffusé sur la chaîne nationale,
Où on parlait de la famille. Et là, c'est plus grave. En fait, je retiens mes mots, parce qu'on sait dans quelle société nous vivons. Mais sachez une chose, quand vous voyez quelqu'un tolérer ce genre de choses, soit il s'identifie à ça, dans une certaine mesure, n'est-ce pas? Ou encore il a de la sympathie. Mais je pense que si la décision du ministre, par exemple sur cet aspect des choses, consiste à remettre de l'ordre, n'est-ce pas? Pour dire, oui, chacun peut avoir ses préférences, mais l'État donne la direction à suivre. Ok? Vous allez par exemple en Chine, vous allez dans tous ces pays-là, madame, à part l'Occident, même en Russie, vous ne trouverez pas ce genre de dérapage. Vous comprenez? Mais le problème avec la RDC, nous avons quand même beaucoup de lois et des édits même, mais le respect de ces lois. Maintenant, au niveau de l'application, là j'aimerais être pratique. LGBT dirige le monde. Ok? Ils sont capables d'agénuer les économies de pays. Ok? Maintenant, le ministre, lorsqu'il prend une telle décision, est-ce qu'il est sûr que le Congo dispose des moyens nécessaires pour faire face à toutes ces pressions? Là, c'est le problème, madame. Ok? On peut prendre une telle décision, c'est bien, mais sachez-le que tout de suite, il y aura des conséquences. Si réellement, ces homosexuels sont inquiétés. Parce que jusque-là, en réalité, ils ne sont pas encore inquiétés. Tout ce qu'on est en train de voir, c'est peut-être le voilà effet pourquoi de paille, il y a une certaine catégorie qui parle du populisme. Voyez-vous? Mais lorsqu'on sera réellement à mesure d'appliquer cette décision, madame, est-ce qu'on sera à mesure de subir toutes les pressions? Là, c'est d'un côté. De l'autre côté, en fait, quand on dit il faut prendre des mesures pour encadrer, je suis d'accord. Par exemple, on peut limiter la liberté au niveau de pièces théâtrales, n'est-ce pas? On dit par exemple, dorénavant, aucun homme ne peut se déguiser en femme et faire des rôles, n'est-ce pas? Comme étant une femme, parce que c'est une manière d'encourager ceux qui ont ces sentiments. Sur ces points, c'est clair. Mais si par exemple, il faut aller plus loin pour dire il faut interpeller les homosexuels, ça va poser un problème. Comment vous serez à mesure de reconnaître que tel est homosexuel, tel ne l'est pas? Est-ce que vous allez mettre des caméras dans toutes les chambres pour vérifier? Ça sera un problème. Parce qu'en réalité, certains homosexuels, ce sont des hommes. Vous les regardez, il roule avec sa voiture, il descend bien battu, un homme. Mais en réalité, bon, on évite d'entrer sur ces terrains. Enfin, je pense que le ministre doit juste, n'est-ce pas, comprendre que le problème, c'est au niveau du système. Tant que nous avons ces systèmes, n'est-ce pas, on peut avoir tout le vœu, ou faire tout le vœu pieux que nous voulons, mais avec ce système, ça sera difficile, n'est-ce pas, de changer et d'imposer un système qui va refléter notre identité. Aussitôt arrivé au temps de décision prise par Constant Mutamba, le ministre de la Justice, il décide de supprimer le F92, il décide également de l'autre côté de mettre fin aux nuisances sonores, et lui-même il revient encore sur l'affaire des églises. Autant de décisions. Comment est-ce que vous trouvez un peu ces vents-là qu'amène le nouveau ministre de la Justice? Bon, Constant Mutamba, c'est un jeune. J'aimerais juste rester calme, n'est-ce pas, et analyser. Vous savez, madame, lorsque nous devons scruter, en toute responsabilité, vous allez comprendre que le ministre cherche à inscrire son nom. Il veut montrer qu'il est là, en réalité. Mais s'il faut creuser plus loin, vous allez trouver qu'il n'y a aucun soubassement pour prendre une telle décision. Je vous donne un exemple. La loi numéro 004, qui régit les aspects des confessions religieuses, par exemple. La loi vous dit clairement qu'une association qui a F92, n'est-ce pas? L'État, à travers le ministère de la Justice, peut ou ne pas donner la personnalité juridique en dehors de 6 mois. Et après 6 mois? Après 6 mois, d'office, le F92, le F92, n'est-ce pas, vaut autorisation. Donc le ministre viendra juste pour confirmer, donner, n'est-ce pas, l'autorisation de fonctionnement à ces associations. Mais sur balle de quel principe le ministre de la Justice va dire, par exemple, qu'il va retirer le F92 pour les associations qui ont fait plus de 6 mois? Est-il au-dessus de la loi? Vous comprenez un peu? Mais d'un côté, de l'autre côté, il faut aussi reconnaître qu'il y a quand même beaucoup de laisser aller. Okay? Beaucoup de dérapages. Par exemple, au niveau des églises, après 2-3 parcelles, vous trouvez des églises, n'est-ce pas, avec des tapages nocturnes, des tapages diurnes, n'est-ce pas, qui ne permet pas à ce que les enfants, même le responsable, puissent avoir le temps de se reposer. Okay? À côté des écoles, à côté des universités, des hôpitaux même. Voyez-vous? Donc,
Moi, ce que je peux demander au ministre, c'est de ne pas se précipiter au niveau de la prise de décision. Une décision, elle peut être bonne. Mais lorsque vous la prenez précipitamment, n'est-ce pas, vous risquez de dénaturer, n'est-ce pas, le sens de la décision, alors qu'elle est bonne en soi. Il y a des associations, lorsque vous posez la question aux responsables de cette association, qu'est-ce que vous prenez? Il ne sait pas. C'est une association qui n'a ni tête ni queue, n'est-ce pas? Mais la personne elle existe quand même. Elle existe quand même. Comment on est arrivé à octroyer, n'est-ce pas, le F92 à cette association-là? Voyez-vous? Donc, ce sont des questions que le ministre devrait prendre normalement avec beaucoup de pincettes. Il devrait prendre plus le temps à étudier les systèmes, à étudier les rouages, avant de pouvoir s'engager dans de telles décisions. Madame, Messieurs, place à présent à ce troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine et on se retrouve juste après pour un autre débat. Ceci est une autre paire de manches de sa lourde responsabilité en tant que coordonnateur de la majorité parlementaire à l'approche de l'élection du bureau définitif du Sénat. Au cours de cette réunion dans la soirée de ce mardi 25 juin à son bureau privé à l'intention des sénateurs élus sur les listes de l'UDPS, les sénateurs des regroupements de la mosaïque UDPS ainsi que le membre du parti élu sénateur à titre indépendant, il était question de l'entente en vue du ticket potentiel à l'élection de membres du bureau définitif du Sénat. C'est dans ces cadres qu'Augustin Kabouya a donné l'occasion à chaque candidat potentiel de motiver ses ambitions. Je me suis décidé, avec mon âge et mon expérience, d'apporter un petit quelque chose dans la vision du chef de l'État. Mes collègues que vous ne vous êtes pas plaints par rapport à ma manière de faire. Je crois que si vous me faites confiance, je ferai la fierté du parti et de mes collègues, ainsi que de toute la République et de la jeunesse que je représente. Je suis candidate questeur du Sénat parce que je représente un espace, parce qu'il faut dans tout ce que nous faisons, et suivant la vision du chef de l'État, du président de la République, qu'on fasse un équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre géopolitique. Au total, 16 candidats ont eu à souscrire à cette démarche, mais leurs ambitions devront être confrontées à ceux des autres composantes de l'Union sacrée de la nation avant la délibération sur la liste unique que la plateforme présidentielle est censée présenter à l'élection du bureau définitif du Sénat. Je vais encore revenir vers vous. Vous avez exprimé vos ambitions. Les autres aussi vont exprimer leurs ambitions. Et nous allons passer à la délibération jusqu'à rester avec 7 noms. Et je me fais bien comprendre. Tout au long de la réunion, le secrétaire général de l'UDPS, le député Augustin Kabouya, s'est opposé à toute velléité de multiplier les candidatures dans les rangs de la majorité sous les casquettes des indépendants. Ceci pour éviter à la majorité d'éparpiller ses voix. Ainsi est planté le décor pour un bureau définitif du Sénat sous le contrôle de la famille politique de Félix Tshisekedi. C'est aux environs de 23 h que le coordonnateur de la majorité parlementaire, Augustin Kabouya, s'est séparé d'avec ses élus des élus. La conférence épiscopale nationale du Congo a de nouveaux dirigeants, à savoir Monseigneur Fulgence Mouteba, président de la CENCO, et il travaillera avec Monseigneur Etienne Ongen, premier vice-président, et Monseigneur Jean-Bertin Malongue, deuxième vice-président. En pleine assemblée plénière, la CENCO a constitué une forte délégation composée notamment du cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, et des archevêques représentant les provinces ecclésiastiques pour présenter au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la nouvelle équipe de la conférence épiscopale nationale du Congo et échanger avec le père de la nation sur la situation du pays. Les évêques ont pensé bon, ont jugé bon de venir échanger avec le chef de l'État sur la marche du pays. Vous savez que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population congolaise, sur ce qui doit être fait en priorité au regard de ce que vivent les Congolais aujourd'hui, sur les domaines où ils invitent le chef de l'État à donner davantage de son impulsion pour que ça aille mieux. Et je vous assure que c'était de toute beauté, c'était en toute responsabilité qu'ils ont échangé sur ces différents sujets. C'était vraiment dans l'harmonie. Le président de la République a démontré qu'il est conscient, il connaît son pays, il connaît les problèmes, il a reconnu l'objectivité de ce que les évêques lui ont dit
Il a promis son engagement. Il demande à l'Église de continuer à l'accompagner en étant, comme il a toujours été, au milieu du village. La nouvelle équipe de la Senko a aussi rassuré le président de la République de son ouverture de travailler avec le chef de l'État pour le bien de la population, a renchéri Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Senko. Affaire forage et lampadaires, certains sont déjà à Makala, notamment le ministre, l'ex-ministre développement rural François Robota, et à la plus grande surprise de plus d'un Congolais, Nicolas Kazadi, ancien ministre de Finances, vient d'obtenir un avis favorable pour un déplacement à l'étranger pour suivre des soins. Bongunda Apuyou, affaire lampadaire. Nicolas Kazadi va aller suivre le soin parce qu'il est malade. Entre-temps, ses compagnons sont quand même provisoirement à Makala. Il était ministre en fonction, il était malade depuis quand? La question que les Congolais se posent. Vous savez, madame, il y a lieu de... C'est un sujet que je prends avec beaucoup de pincettes, avec beaucoup de réserve, mais j'aimerais bien poser les décors. Allez-y. On doit se mettre d'accord d'une chose. Laquelle? Ce pays n'appartient à personne. Ce pays appartient à plus de 100 millions de Congolais. Et la Constitution, spécialement en son article 58, parle de la redistribution équitable de richesses nationales. En clair, chaque Congolais doit vivre heureux, bien, n'est-ce pas, à travers ce que le trésor public encaisse. Vous allez dans des pays comme la Libye, pendant l'époque de Muammar Kadhafi. Chaque Libyen touchait l'argent du pétrole. Le pétrole libyen, chaque Libyen, son compte était alimenté en termes de redistribution des richesses nationales. Qu'il parte au travail ou pas. Parce que Kadhafi considérait que le pétrole libyen appartenait à tout le monde. À tout le monde. Le Congo a l'uranium, cobalt, diamant. La liste est exhaustive. Vous estimez normal que le Congolais puisse vivre comme nous vivons, madame? Et vous estimez que c'est normal une misère qui ne dit pas son nom. En fait, une misère indescriptible. Voyez-vous? C'est ainsi que la plupart des Congolais, ils passent leur temps à prier pour aller au ciel, parce que la terre devient invivable. Ils préfèrent d'aller dans un monde où ils n'ont jamais mis les pieds, juste pour se donner l'assurance de se réveiller le matin. Entre-temps, vous trouvez des bandits, des grands chamans qui détournent de milliers d'argent. Voyez-vous? Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que vous aviez voulu. Je sais que vous allez me poser la question, comment vous dites c'est ce qu'on a voulu? Mais un peuple qui n'arrive pas à s'assumer, madame, un peuple qui arrive à applaudir à ses bourreaux, il finit par se faire manger creux par ses bourreaux. On parle ici de plus de 100 millions de dollars, madame. Les gens sont là, n'est-ce pas? Ils prennent l'argent, ils mangent, n'est-ce pas? On les arrête, certains sont à Makala, mais rassurez-vous, peut-être après 3-4 mois, ils vont sortir, ils vont demander des libertés provisoires. D'autres sont allés poursuivre les soins et Nicolas Kazadi qui va aussi aller suivre les soins. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le Rwanda continue par exemple d'activer ses batteries pour arriver à fléchir le Congo. Le Rwanda continue à investir sur son système de sécurité. Ok? Entre-temps, le Congo continue à perdre de millions et des millions d'argent. Et aujourd'hui, le Congo est réputé à l'extérieur du pays comme un pays incapable d'avoir d'infrastructures, incapable de donner du courant, incapable de donner de l'eau à sa population, mais ce sont des milliers et des millions de dollars qui rentrent dans les poches des individus. À qui la faute? Vous comprenez un peu? Donc, on vit dans cette situation-là. On parle aujourd'hui de Nicolas Kazadi qui est relâché. Avant Nicolas Kazadi, on nous a parlé aussi de gens qui étaient même à la limite condamnés. On a fait des procès, etc. On sait là où on en est aujourd'hui. Ici, il faut juste dire une chose. Le Congo est gangréné par la corruption, par le détournement. Mais c'était une lutte pour Félix Tshisekedi. Pardon? C'était une lutte pour Félix Tshisekedi lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Effectivement, mais l'erreur du président de la République, c'est d'avoir reconduit les gens qui étaient à la base de ce système mafieux. Vous savez, madame, donc l'erreur de Félix Tshisekedi, c'était d'accueillir le FCC Kabila, le FCC Mosaïque. Mao vous dit, la révolution n'est pas un dîner de gala. C'est une lutte dans laquelle une génération remplace une autre.
Ok? Jésus vous dit, vous ne pouvez pas prendre le vin ancien ou l'ancien vin, le mélanger avec le nouveau. Voyez-vous? C'est-à-dire, lorsque vous voulez apporter le changement, vous devez être accompagné par une nouvelle génération capable d'intérioriser et d'imposer cette génération. C'était aussi une lutte de Félix Tshisekedi, non? Je dis une chose, le président de la République a accédé au pouvoir, mais tout de suite après. D'abord, il a coalisé avec le président Kabila, qui était entouré essentiellement par ces gens, n'est-ce pas? De gens qui l'ont mis à genoux, au point qu'à la dernière minute, il a dit qu'il n'avait pas plus de 15 collaborateurs. Mais le président Kabila a oublié qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. C'est le chef qui décide sur son entourage. Lorsqu'un chef se place sur son entourage, c'est parce que le chef n'a pas été capable de se faire entourer convenablement. Ok? Vous savez, madame, j'ai toujours un respect pour le président Mobutu. Vous savez ce qu'il a fait? Qu'avait-il fait? De tous les dirigeants, Mobutu est le seul président qui a amené une nouvelle génération. Le seul? Le seul. Parce que ce soit Laurent Désiré Kabila, il a travaillé avec Sakombi. Qui était Sakombi? Il a travaillé avec Bemba Saolona. Qui était Bemba? Joseph Kabila, il a travaillé avec qui? Il a travaillé avec tous ces mondes. Le président Félix, il a travaillé avec tous ces mondes. Mais Mobutu a travaillé avec qui? Il a fait pendre Kimba, l'ancien premier ministre Kimba. Il a fait pendre. Ok? Il a liquidé tous les opposants. Il a créé l'institut Makanda Kabobi, où il a formé des gens comme des Sakombi, à l'époque. Vous comprenez un peu? Mais n'oubliez pas que d'un côté, il y a la Constitution que le président devra aussi respecter. Au nom de quoi le président de la République avait dissous la coalition FCC-Cash, ou il avait rompu la coalition FCC-Cash. Ce n'était pas au nom de la Constitution. C'était au nom, n'est-ce pas, du salut du peuple, qui était la loi suprême. Vous comprenez, madame? Vous savez, par exemple, quand aujourd'hui, les gens détournent des millions et des millions de dollars, qui se volatilisent et ils sont libres de vaquer à leurs occupations. C'est au nom de quoi? De la Constitution? C'est au nom de quoi? De la redistribution équitable de richesses nationales? Moi, je n'irai pas commenter sur les individus. Vous comprenez? On va quand même se rappeler des inquiétudes du président de la République face à la justice. Qui est le magistrat suprême? Le magistrat suprême, c'est qui? Vous savez que le président de la République a le pouvoir de révoquer le magistrat. Mais il l'a quand même fait, on a vu. Il l'a fait pas une fois, mais quand même plusieurs fois. Mais dites-moi, est-ce que lui, il doit se plaindre? Madame, est-ce que le président peut se plaindre? Lorsque vous lisez notre constitution donne tous les pouvoirs au président de la République. On les qualifie comme étant le commandant suprême des forces armées. Le magistrat suprême. Garant des bons fonctionnements des institutions. Père de la nation. Madame, qu'est-ce que vous voulez? Vous comprenez? Est-ce que lui, il peut se plaindre, n'est-ce pas, par rapport à l'état de notre justice? Qui rend notre justice malade? C'est la justice elle-même ou c'est l'interventionnisme intempestif du pouvoir politique? En fait, j'aimerais qu'on réfléchisse à haute voix. Vous savez, madame, nous sommes de cette génération qui pense que le Congo est grand. Il faut redonner à ces pays de la grandeur. Vous comprenez? Le débat des pacotilles de détournement d'argent avec des gens qui sont libres, c'est un débat des pacotilles. Nous devons réfléchir sur comment créer un Congo fort, un Congo puissant. Peu importe qui est au pouvoir. Si le président Félix estime qu'il est temps de créer un Congo fort, pas un Congo de copains, mais un Congo capable de se faire respecter dans le concert des nations, il faut mettre de l'ordre, madame. Donc il faut des décisions courageuses. S'il faut fusiller les gens, il faut le faire. La révolution n'est pas un dîner de gala, madame. On ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. Donc une démocratie avec un peu de dose. Mais de quoi on parle, madame? De quoi? Est-ce que... Enfin, réfléchissons un peu. Vous estimez que nous vivons dans la démocratie occidentale? Vous estimez ça? Vous savez, en Occident, par exemple, quand le président circule, vous n'avez pas des policiers ou des militaires qui sont partout. Hein? Si on ose le faire, il y aura un tollé. Ok? En Occident, vous voyez déjà un cousin du président ou un enfant du président marcher avec de gardes républicains. On se trompe à qui, en fait? On se trompe nous-mêmes. On n'est pas dans une démocratie en Afrique. La Constitution, c'est un prétexte en réalité. On vit la dictature. C'est ce que moi, je demande au président de la République. Nous vivons ça, en fait. Imposons la dictature du salut public. Convoquer les gens autour du Forum national du salut public. Imposons la dictature du salut public. Au moins que ça soit sauver le pays. Sauvons le pays. Arrêtons avec avant que la RDC ne disparaisse, comme vous l'aviez dit. Où chacun vient avec son agenda, tel vient avec ses députés qui du reste ne sont pas forcément élus. On sait ce qu'il y a comme combine au niveau des répartitions des sièges. Au lieu de continuer dans cette aventure, pourquoi pas avoir le courage de dire, voilà, le pays va mal,
il y a la corruption, il y a les détournements. Moi, comme garant des bons fonctionnements des institutions, je convoque le Forum national du salut public, n'est-ce pas, avec un programme global du développement de 10 à 15 ans. Madame. Alors, Bongonda Apouyou, dites-nous en quelques mots, vous avez suivi quand même les différentes nominations au niveau de gouvernorat, notamment de Kinshasa et du Haut-Katanga. À Kinshasa, on retrouve Mimi Bikela, qui était donc au service de la nation au sein de la police nationale congolaise, nommée ministre provincial de l'Intérieur. Et la réaction du VPM de l'Intérieur n'a pas tardé. Jacquemaine Chabani a convoqué le deux gouverneurs. Oui, parce que, en fait, j'aimerais d'abord poser les décors. Moi, je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut associer le militaire à la gestion de ces pays. Ouais. Moi, je suis parmi ceux qui pensent et je l'assume. Et pourquoi? Parce que je me dis, le militaire, c'est la discipline. Ils sont formés, ils ont été formés. On a déjà des militaires au Nord Kivu et Ituri dans le cadre de l'état des sièges. De l'état des sièges, voilà. C'est à discuter. Hein. Je parle ici pas d'un cas isolé, je parle d'un programme global où on a le militaire qui sont associés à la gestion de l'État, n'est-ce pas, de manière consensuelle. Je suis parmi ceux qui pensent que ça peut être l'une des solutions. Voyez-vous? Donc qu'on puisse nommer une policière, hein, parce qu'on parle d'une dame ou d'un policier, moi, chez moi, ça m'est égal. Vous comprenez un peu? Par rapport à ma vision. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas dirigé... Mais est quand même politique, non? C'est ce que j'ai dit. Ma réponse est à deux niveaux. Du point de vue principe... En quelques mots, parce qu'on doit prendre le dernier dossier. Du point de vue principe, je suis d'accord, mais du point de vue légal, est-ce que c'est permis? J'aimerais lire la loi, parce qu'on est dirigé par... La loi numéro 13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel des carrières de la police nationale, titre 2. Droit, devoir et incompatibilité, chapitre 3, en son article, bon, je vais prendre rapidement l'article 57, n'est-ce pas? On peut lire ceci. Il est interdit aux policiers. Je prends l'alinéa 3. D'adhérer à un parti politique, à un regroupement ou à une association à caractère politique. De participer à toute réunion à caractère politique. Et enfin, d'exprimer publiquement ses opinions politiques. Quand on devient ministre provincial, on participe à ce qu'on appelle conseil de ministres. Ok? Dans le conseil des ministres, on ne participe pas comme un téléspectateur. On assume des décisions. Et le conseil des ministres, à titre de rappel, c'est un conseil éminemment politique. Voyez-vous? Parce que c'est le centre des décisions, d'harmonisation et des décisions. N'est-ce pas? De la direction nationale ou provinciale selon les cas. Voyez-vous? Et quand on devient ministre, il y a on a des opinions qu'on doit émettre sur le plan politique. Voyez-vous? Donc, c'est incompatible. Là, je suis au niveau légal. Ok? Quand bien même que j'estime que s'il y a des choses à faire, entre autres, il faut revoir ces genres de lois. Par rapport à la réalité de notre pays. Il faudra que ces lois soient taillées à la réalité de à la réalité, par exemple, en imposant la dictature du salut public, où on doit remettre tout ça en cause. Mais jusqu'à ce qu'on puisse le faire, au moins ce qui est retenu aujourd'hui, c'est que quand on est un homme ou une femme en uniforme, il y a des responsabilités qu'on ne peut pas tenir, entre autres, n'est-ce pas, assumer des fonctions politiques. Voilà pourquoi le vice-premier ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas, a convoqué forcément ces J'ai suivi quelque part où il y a des gens qui disaient ces gouverneurs doivent être même sanctionnés. Vous êtes de cet avis? Bon, quand on est gouverneur de province, j'estime qu'avec la forme de l'État qu'on a, les régionalismes constitutionnels, on est le patron de sa province. Ça demande à ce qu'on soit outillé à un certain niveau. Vous savez, madame, à un certain degré de responsabilité, il y a des erreurs qu'on ne peut pas commettre. Tous ces gouverneurs ont des conseillers juridiques. Comment on peut arriver à ce genre de décisions? C'est ridicule. Daniel Bumba, une solution pour les problèmes de la capitale congolaise? Je n'aimerais pas parler en termes de Daniel Bumba, que je ne connais pas personnellement. J'aimerais parler en termes du système dans lequel on est. Est-ce que Daniel Bumba, peu importe ses compétences, sera à mesure de se faire démarquer dans un système aussi pourri que nous avons? Un système qui ne commence pas avec le président Tshisekedi, un système qui a toujours été là. Ok? Que le président devrait faire l'effort de dégager, malheureusement, mais qui continue à se pérenniser. Est-ce que Daniel Bumba, même si moi j'étais à sa place, j'allais faire l'exception? Je ne pense pas que oui. Donc le problème, ce n'est pas l'individu, mais c'est le système. Oui, c'est le système parce que l'homme agit en fonction du système. Si vous voulez changer un homme, changez le système. Madame, messieurs, place à ce dernier dossier. Dans la recherche
de la paix définitive dans l'Est de la République démocratique du Congo, ce que j'ai à dire, c'est que nous continuons très optimistes. Que ce soit tard ou tôt, nous trouverons naturellement la solution définitive qui nous revaudra la paix pour ces pays frères que sont la République démocratique du Congo. Nous sommes allés au-delà de cette perspective. Cependant, aujourd'hui, nous sommes en train de négocier au niveau ministériel dans la perspective de très prochainement pouvoir mettre ensemble les deux chefs d'État de la RDC et le président du Rwanda pour un échange direct sur cette situation dans l'objectif de parvenir à la paix dans ces deux pays. La guerre n'est bonne pour personne. Et les pays perdent beaucoup avec ces situations qui sévissent, non seulement pour la RDC, mais aussi pour toute cette région. Dans la commune de Kadutu à Bukavu, les familles victimes de l'incendie meurtrier qui s'est produit dans la nuit du 9 au 10 juin dernier ont reçu une visite de réconfort de la chef du gouvernement. Judith Souminois a promis une aide d'urgence dès son retour à Kinshasa. Dans sa gibecière, un lot de vivres et non-vivres a été remis à ces derniers. Question de soulager les familles. Situation n'a bien changé kaka te. Mais ngandenge na ye. Il fallait na ya komona penga moko situation ndenge ezali. L'air na kozonga Kinshasa. Mais avant na zonga, moi muke na bombela ki bino ezali. Mais ekokabwana na ordre. Tokopesa epa ya papa gouverneur. Ba représentant na bino, ba comité na bino, ba rokene pas papa gouverneur, ba giana ba liste pour baza biloko pour na rokabola na ordre. Bien avant cette visite, la première ministre, accompagnée de quelques membres de son gouvernement, s'était adressée à toute la population de Bukavu. Judith Souminois a rassuré les Kivusiens et Kivusiennes de la poursuite des efforts dans la recherche de la paix et des solutions aux problèmes sociaux des populations. Nous allons continuer à soutenir nos FARDC ainsi que la PNC pour stopper et mettre hors d'état de nuire nos ennemis. En effet, la sécurité est au cœur des priorités de mon gouvernement. Nous allons aussi poursuivre les efforts de consolidation pour la gratuité de l'enseignement et assurer une meilleure qualité dans l'enseignement. Nous allons continuer le programme de gratuité des accouchements et la prise en charge des nouveau-nés avec le début de la couverture santé universelle. Mais nous savons aussi que vous, la population, vous faites face au problème du taux de change. Je sais que ce n'est pas facile, mais je peux vous assurer qu'avec mon leadership, en tant que femme, en tant que maman, comprenant la situation de ces enfants, je ferai le nécessaire, je ferai de mon mieux pour faire évoluer les choses. Notons qu'après le Sud Kivu, la première ministre a mis les caps sur Goma au Nord Kivu où elle va déployer plusieurs activités. Arrivée ce mardi 25 juin 2024, la première ministre Judith Souminois est accueillie par les autorités et la population du Sud Kivu. À la tête d'une délégation venue de Kinshasa, Judith Souminois a effectué ses déplacements dans le cadre des poursuites des désengagements de la MONUSCO en RDC. Cette étape a consisté à la fermeture de la base de la MONUSCO à Bukavu, au Sud Kivu. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, précise que le départ de la MONUSCO ne manque pas le départ des Nations Unies dans la partie est de la République démocratique du Congo. La fermeture du bureau du Sud Kivu
de la MONUSCO est l'aboutissement d'un long processus. Au fil des années, la mission s'est retirée progressivement de plusieurs provinces. Le dernier retrait était en juin 2022 de la province du Tanganyika. Avec le départ de la mission du Sud Kivu, le gouvernement assume ses fonctions régaliennes pleinement, en particulier celles relatives à la protection des civils et à la restauration de son autorité. Je tiens à rappeler que le départ de la MONUSCO du Sud Kivu ne signifie absolument pas un départ des Nations Unies. Suite au retrait des troupes onusiennes de base qu'elles occupaient, le gouvernement congolais est appelé à reprendre les flambeaux pour la protection des civils et l'instauration de l'autorité de l'État. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani promet que le gouvernement est prêt à jouer son rôle. C'est l'occasion pour moi de souligner que le retrait de la MONUSCO au Sud Kivu a été réalisé dans les délais impartis. Il y a donc lieu de remercier toutes les parties prenantes dont la contribution aura permis pareil résultat. Si le désengagement concourt au transfert des bases militaires et installation de la MONUSCO aux forces de défense et sécurité nationale, la transition, quant à elle, constituera cette période pendant laquelle le gouvernement assumera pleinement les activités autrefois exercées par la mission onusienne avec l'appui des agences, fonds et programmes du système des Nations Unies. Après Bukavu, la première ministre est attendue à Goma. Après cette visite, Judith Suminwa va palper du doigt les réalités de l'insécurité qui perturbent la quiétude de population de ces coins, mais aussi se rendre compte de problèmes sociaux. Changer les choses, c'est changer les systèmes, vous l'aviez dit tantôt. Alors, Bongunda Pouyou, êtes-vous favorable à la révision de la Constitution, ces débats qui ne cessent de faire couler beaucoup d'encre et des salives? Pour des raisons pédagogiques, madame, j'aimerais d'abord circonscrire le change à travers des concepts clés. La révision, le changement. La Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa révision. Ok? Il y a des articles qu'on peut toucher, des articles qui sont verrouillés. Voilà. Donc la Constitution, penser à réviser la Constitution, ça ne peut pas faire l'objet... résoudre le problème. Ça ne peut pas aussi poser un problème en réalité. Dès lors que les dispositions qu'il faut retoucher, ce sont des dispositions qui ne sont pas verrouillées. Okay? Ou ce ne sont pas des dispositions matricielles. On peut facilement changer. Okay? Parce que la Constitution prévoit le mécanisme de sa propre révision. Mais le problème, c'est au niveau du changement. Parce que quand on dit changement de la Constitution, ça signifie aussi changement de la République, ou changement des républiques. On va quitter la 3e République pour la 4e. Pour la 4e République. Et donc, du coup, le président de la République, n'est-ce pas, sera éligible. Voyez-vous? C'est ainsi que sur le plan doctrinaire, on a toujours interdit, en tout cas, que le président qui se retrouve au dernier mandat, de toucher à la Constitution. Parce que la tendance générale, on va se rappeler du 3e penalty qui n'était pas passé. La tendance générale, c'est que ces changements est pris comme un prétexte, n'est-ce pas, pour maintenir s'approcher au pouvoir. Voyez-vous? Et donc, s'il faut parler de la révision, moi je pense qu'il n'y a pas un problème, parce que la Constitution prévoit le mécanisme de sa révision, mais là encore, il faut comprendre que la Constitution vous dit qu'aucune révision ne peut être effectuée pendant l'état des sièges ou l'état des guerres. Or, notre pays est sous le régime de l'état des sièges. Et donc, même s'il faudrait envisager la possibilité de réviser la Constitution, il faut en amont commencer par enlever l'état de siège. Enfin, l'état des sièges, effectivement, n'est-ce pas, qui sévit dans l'est de l'RDC, dans les provinces Lituri et du Nord Kivu. Alors, nous parlons de l'est de l'RDC, vous avez vu, la première ministre, pour la première fois, est descendue dans cette partie de la RDC pour palper du doigt les réalités sur place. On va quand même se rappeler que Félix Tshisekedi, lorsqu'il était à l'extérieur du pays avec Macron, la RDC était dans la partie Est. Et c'est ce qui s'est passé avec la première ministre. Elle y est, mais quand même, on voit Kanyabayongo récupéré par les M23. Je sais aussi que le président de la République était à Kinshasa. Il y avait match et voilà, il y a eu les obus, n'est-ce pas,
de ferrer avec méchanceté dans la partie est du pays par le Rwandais. Mais quand même, le soir, n'est-ce pas, on était dans le stade, on était en train de festoyer. Vous savez, madame, lorsque vous regardez même le langage du Premier ministre ou de madame la Première ministre, moi j'ai eu de larmes aux yeux. Ah, pourquoi? En fait, moi, ce qui m'a plus choqué, c'est quand elle parle, il y aura des listes, ça renvoie à cette conception des Congolais que nous avons. Donc les Congolais, c'est qui? C'est... En fait, aux aura soso, en fait. Il faut juste prendre de graines, vous jeter, baroya, baroleli, mboma soso. Ça, c'est la conception. Et ça se voit à travers deux mots. Vous comprenez un peu, même l'attitude. Vous avez vu là où on a filmé Madame la Première ministre? Vous avez vu? C'est très sale. Vous comprenez? Ce ne sont pas des endroits où quelqu'un peut vivre. Je ne pense pas qu'elle peut accepter de passer même une nuit là. Mais ce sont ses compatriotes qui sont là. En fait, quand d'autres pays ne nous respectent pas, c'est à travers tous ces petits signaux en fait, que nous envoyons. De quelle manière nous parlons à notre peuple? Moi, je me mets à la place d'un père de famille. Je viens, je trouve ma fille qui a été violée, ou mon fils qui a été pratiquement tabassé. Est-ce que je parlerai à mon fils de cette façon? Vous pensez que si c'est le fils de Madame la Première ministre qui était dans cette circonstance, Madame la Première ministre allait avoir cette attitude qu'elle a eue? Ça, c'est la conception du Congolais. Madame, nous parlons d'un pays qui a la destinée de conduire l'Afrique et le monde. Je ne sais pas s'il y a un moment donné, on s'en rend compte. Congo, pays, solution. On parle d'un pays où chaque Congolais peut se réveiller avec dignité, travailler ou pas, mais il vit dans des conditions, n'est-ce pas, où il ne peut même pas envier d'aller en Europe. Les Libyens l'ont vécu. Un Libyen ne pouvait pas se réveiller un matin et dire que je vais en France, non. Le taux de chômage en Libye était inférieur. Mais la Libye a vu quoi comme ressources? Rien du tout. La Chine, n'en parlons pas. La Chine, n'en parlons pas. Tous les pays que nous voyons, les pays arabes aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde va à Dubaï. Mais qu'est-ce qu'ils ont en fait? Ils n'ont rien. Pratiquement, ils n'ont rien. Pétrole, gaz, c'est tout. Mais madame, nous, on a tout, 60% de cobalt. À un moment donné, je me dis, est-ce qu'on comprend? Et quand on doit aller voir ces pauvres compatriotes qui se retrouvent dans cet état, quelle attitude on doit avoir si on était Madame la Première ministre, soucieuse réellement de circonstances ou de ce que notre peuple est en train de subir? Ce n'est pas avec cette attitude. En tout cas, j'ai tout observé. Quelle attitude vous souhaiteriez-vous qu'elle puisse afficher? Moi, ce qui m'a dérangé, ce n'est pas... Moi, ce qui m'a dérangé, c'est quand on parle de Naïma Boko Pamate, Nameme Minomo et Loko, Bakosa Baliste, Bozongo na ordre. Elle n'aurait pas dû dire ça. Non, madame, ça ne se dit pas. Est-ce que ces Congolais ont besoin de quelque chose venant de Kinshasa à titre à Lokula Bozo Pesabana Yabiti? Ces Congolais ont besoin de la paix. Ils ont besoin de la paix et de vivre dignement. Que l'argent du trésor public cesse d'être détourné par des criminels de grands chemins qui sont à Kinshasa. C'est ce dont ils ont besoin. Vous comprenez un peu? Il faut arrêter avec cette mentalité esclavagiste. Pourquoi on a chassé les Blancs alors? Ce n'était rien d'autre que pour prendre leur place. Voilà. Les Belges sont partis. Parmi nous, le Noir, il y a aussi des Belges, n'est-ce pas, d'esprit, avec la peau noire, qui continuent à se comporter comme des Belges. Alors aujourd'hui, quelle solution pour la restauration de la paix dès lors que nous voyons le président Joao qui est en train, il l'a dit, vous l'aviez suivi, qui est en train de mener des démarches pour une rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, aujourd'hui identifié comme agresseur de la République démocratique du Congo? Bon, à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. À titre de rappel, on a plus de 7 millions de déplacés à l'est du pays. Plus de 7 millions. Plus de 10 millions de morts. Je ne pense pas que si ces bilans chaotiques étaient en Angola, le président allait accepter de dialoguer avec un pays voisin. Vous comprenez, madame? Après tout ce qu'on a subi, si d'autres présidents arrivent à nous faire ces genres de propositions, n'est-ce pas? Ou ces genres de discours indécents, c'est parce qu'ils ne nous respectent pas. La RDC n'est pas respectée. Mais je vous dis. Mais comment on peut avoir un bilan aussi chaotique? Madame, plus de 7 millions de déplacés. Il y a des enfants qui dorment à la belle étoile. Des femmes qui sont violées. Des zombies qui tombent ça et là. Je vais négocier avec qui? Avec mon agresseur qui est identifié par l'ONU. Vous comprenez? Je vais négocier avec lui. Et on va alors négocier que nous avons vu la situation en Ukraine, même Israël, la mobilisation qu'il y a eu du monde, c'est comme si cette situation a vécu avant même la situation de l'Est du pays, d'ailleurs qui date depuis des décennies. C'est pour ça que nous, on a lancé une pétition. On a lancé une pétition populaire
et nous demandons à tous les Congolais, parce que nous allons faire vraiment la ronde de la République, on va commencer ici à Kinshasa, à signer cette pétition. Nous devons demander à nos autorités, demander la fin de la coopération militaire avec le pays membre de l'OTAN. Madame, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez lancé votre pétition le 30, les jours de l'indépendance, que vous ne voulez pas du tout. Émancipation politique. Émancipation politique, selon le courant dès la révolution du Congo, mais c'est entre-temps, de l'autre côté, il y a quand même la situation sécuritaire qui reste tendue. Madame, la République démocratique du Congo est en guerre. Il y a-t-il là plus de 20 ans? Vous comprenez un peu? J'aimerais qu'on soit clair là-dessus. Comprenons une chose. Qu'est-ce que le Rwanda veut? Le Rwanda veut une grande partie de notre pays. C'est-à-dire 300 km. OK? À partir de la frontière, n'est-ce pas? 300 km. C'est ce que le Rwanda veut. Tant que nous ne donnerons pas au Rwanda... Donc l'Est ne sera pas en paix. L'Est ne sera pas en paix. L'Est ne sera en paix qu'avec deux possibilités. Lesquelles? La première possibilité, nous donnons au Rwanda les 300 km. La deuxième possibilité, nous nous imposons. En faisant quoi? En ayant par exemple la capacité militaire, n'est-ce pas? Dans la guerre. Dans la guerre. Madame. Faire la guerre. On nous dit donc ceci. vous avez lancé votre pétition, entre-temps la MONUSCO est en train de partir, donc vous êtes pour la guerre. Madame, on viole ta mère, on viole ta soeur, on viole tout ce qui te sont proches, et on te dit vous n'êtes pas en guerre. Le Congo est en guerre. À la seule différence que le Congo n'est pas partie prenante de ces guerres. Le Congo subit la guerre. Vous comprenez? Il est temps que la RDC fasse la guerre. Mais madame, on nous dit quoi? Qui veut la paix, prépare la guerre. On ne peut pas vouloir la paix sans la guerre. En fait, c'est une contradiction. Vous comprenez un peu? Et donc, il est temps que la direction politique nationale comprenne qu'on ne pourra se faire respecter, n'est-ce pas, par tous ces pays de la sous-région ou de tous ces pays frontaliers, que lorsque nous aurons un système de défense capable de faire peur à tous ces pays-là. Alors, à Bongunda Pouyou, d'où est-ce que vous tirez l'argent? Parce que vous avez dit que vous allez faire le tour de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire que votre ASBL, ce n'est pas seulement la personne d'Apouyou qui partira, il y aura toute une équipe pour faire les 26 provinces de la RDC. Si vous devriez poser la question à Lumumba ou je ne sais pas à Kimbangu, où est-ce qu'ils avaient l'énergie de faire tout ce qu'ils faisaient à leur temps, ils n'ont pas non plus le moyen. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui se battent pour les idées. L'idée ou les idées appellent l'argent. Madame, vous comprenez? C'est ça la différence entre un homme politique qui s'impose par l'argent et un homme politique qui s'impose par les idées. Vous comprenez? Nous, on est dans la dimension de la conception d'un nouveau Congo. OK? Et on s'est dit, pour se libérer de ces joues, n'est-ce pas, de l'impérialisme occidental, il faut rompre nos relations. Comme on ne peut pas prendre... Vous n'irez pas quand même avec ce discours pour aller acheter un billet, non? Ne vous en faites pas. Vous pensez que parmi tous ces gens qui nous suivent, il n'y a pas de gens qui se retrouvent à ce que nous disons? Vous savez combien de fois peut-être on a été appelé pour être encouragé? Qui sait, peut-être une compagnie d'aviation pourra aussi nous dire, à titre d'accompagnement, nous vous offrons les billets. C'est possible en fait. Ce qui est plus important, c'est de croire d'abord à cette idée. Bref, il faudrait que le Congo puisse rompre sa coopération militaire avec le pays membre de l'OTAN. Une campagne qui prendra combien de temps? Le président de la République, si je peux citer, le président de la République par exemple, il a rompu notre coopération militaire avec Israël sur le domaine de renseignement. Pourquoi? Parce qu'il a compris réellement qu'il n'était pas de bonne foi. Vous comprenez? Et tout le fait montre noir sur blanc que l'Occident n'est pas de bonne foi avec nous. Ce qu'ils veulent, c'est de permettre à ce que Kagame puisse créer ce qu'on appelle l'empire Ematuti. Cet empire va régner sur l'Afrique centrale. OK? Les Nilotiques. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Et nous, les Bantous, nous devons être écrasés, n'est-ce pas, au profit de cette minorité. Voyez-vous? Et donc, si nous voulons changer la donne, on ne peut pas compter sur cette communauté internationale. On doit diversifier notre partenariat stratégique en tendant la main, par exemple, à la Russie, n'est-ce pas, qui sera capable de faire face, avec notre volonté, avec notre détermination et toutes les ressources que nous avons, de mettre hors état de nuire, n'est-ce pas, ces bandits de grands chemins. Et votre campagne prendra combien de temps? On venait de lancer la campagne. Le 30 juin. Le 30 juin, date de l'émancipation politique, parce que nous estimons que nous devons aller à la conquête de notre seconde indépendance, telle que prophétisée par le prophète Simon Kimbangu. La seconde indépendance, elle est à conquérir. Vous comprenez un peu? On a lancé, ça prendra 3, 4, 5 mois, n'est-ce pas? On va voir, pourquoi pas jusqu'à la fin de l'année. Le plus important, c'est de mobiliser le peuple, de comprendre qu'on est envahi, on est encerclé. En face, on nous a encerclés, ils sont en République centrafricaine, ils demandent des terres, n'est-ce pas? En Angola, ils cherchent à nous encercler. Pour quelle finalité, si ce n'est de nous écraser? N'est-ce pas? Doit-on continuer à attendre gentiment
qu'on puisse nous écraser, ou nous devons nous lever comme un géant capable d'écraser tout ce qui veut nous écraser. Bongunda Apuyu, l'homme identifié aujourd'hui comme cet homme de la Kumukasi, la Kumukasi, oui, qui est le nouveau système politique qu'on va imposer. La lutte continue. La lutte continue parce que nous estimons, à la seule différence, nous en fait, madame, je vais chuter par là, nous ne prenons pas le changement constitutionnel actuellement, parce qu'il y a beaucoup de tensions. Nous prenons que nous puissions instaurer la dictature du salut public pendant 10 à 15 ans, et après l'instauration de la dictature du salut public, on va réviser, enfin, on va écrire une nouvelle constitution ou rédiger une nouvelle constitution qui sera une constitution de la Kumukasi, une constitution de la 4e République qui existe déjà. Vous comprenez un peu? Le Congo nouveau existe. Il est déjà là. Existe. Ça existe sur tous les plans, sauf sur le plan matériel. Vous voulez dire quoi? Je vais simplement complètement fini, mais... Ça existe sur tous les plans, sauf sur le plan matériel, parce que la matière, n'est-ce pas, a une vitesse inférieure à l'esprit et à la pensée. Alors, c'est complètement fini, Bongunda Apuyu. Vous avez quelques minutes pour vous adresser quand même à cette population qui vous a suivi avec beaucoup d'attention. À nos dirigeants, je vais dire juste un mot. Le Congo n'a pas un problème d'homme, le Congo a un problème de système. Vous n'êtes pas mauvais, vous n'êtes pas incapable, vous n'êtes pas incompétent. C'est le système dans lequel vous vous retrouvez qui vous a englouti. Alors, au lieu de passer tout le temps à penser à vous-même, parce que vous finirez par mourir, il faut regarder ce qui est arrivé à Mobutu et à tous ces barons qui ont régné avec lui, comprenez que vous aurez mieux à faire en investissant sur l'avenir de votre peuple. À notre peuple, je dirais, peu importe ce qu'on est en train de subir, ne nous regardons pas avec mépris. Nous sommes un grand peuple et tôt ou tard, le Congolais va diriger la sous-région, la région, pourquoi pas le monde. Illumina Congo. Alors, madame, messieurs, vous avez certainement aimé cette émission et n'hésitez pas de nous écrire et de nous envoyer vos suggestions. La porte des Infos 7 reste grandement ouverte à tout le monde. Je rappelle, Bongunda Apuyu, notre invité de ce jour, l'homme de la Kumukasi. Voilà, vous l'avez bien sûr suivi et aimé cette émission. Et gardien de la SBL courant de la révolution du Congo qui a lancé donc une campagne pour sauver le Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement dans l'émission Info 7 pour évaluer quand même cette campagne que vous avez lancée. Toujours à votre disposition. Alors je n'oublierai de le dire et je ne cesserai de le dire. Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7 votre émission, Info 7 notre émission. Merci de nous avoir suivis. Et ben c'est l'heure. C'était un plaisir de savoir que vous étiez nombreux sur Congo Web Télévision. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro et surtout restez fidèles sur la chaîne Haute Définition. Au revoir.